Un peu Bonjour plus les de gars, 2 heures maintenant donc d'un c'est face-à-face bon, qui pourrait édition marquer un spéciale, donc ça tournant y est, dans la là, guerre en Ukraine. ça y est, Donald Trump et Vladimir Poutine se je retrouveront vous à laisse. 21h30 à Anchorage, en Alaska. Les deux présidents sont actuellement en vol pour rejoindre la base militaire américaine d'Elmerdorf Richardson. C'est le lieu où aura lieu ce sommet. Première rencontre entre un président russe et un président américain depuis cette invasion russe en février 2022. Émission spéciale à suivre aussi à partir de 20h sur BFM TV, présentée par Maxime Switek avec tous nos experts et tous nos reporters sur le terrain. Des dispositifs exceptionnels pour vous faire vivre cette journée historique au cœur de l'événement, au cœur de ses enjeux, de ses coulisses aussi. Regardez notre dispositif exceptionnel. Maman. Et Antoine Delard en Alaska, Jean Didier Revent à Moscou, Nicolas Poidou en Ukraine, Hugo Capelli au fort de Brégançon où se trouve Emmanuel Macron. Et on va commencer tout de suite avec vous, Antoine Delard, envoyé spécial BFM TV à Anchorage. Air Force One est censé atterrir dans une petite heure maintenant dans cette base militaire d'Elmerdorf Richardson. Comment les choses vont-elles se dérouler ensuite, Antoine? Alors écoutez, c'est effectivement Donald Trump qui va arriver le premier dans cette base militaire qui se trouve derrière moi. Un peu Voilà moins d'une heure l'événement, donc après, je vous laisse. aux alentours donc de 21h heure française, c'est l'avion de Vladimir Poutine qui va se poser exactement au même endroit. Trump ira accueillir le président russe sur le tarmac. Première poignée de main entre les deux hommes qui sera évidemment très scrutée, qui pourra donner une première indication sur l'atmosphère de cette rencontre. Ensuite, Trump et Poutine vont se retrouver pour une première réunion en tête-à-tête. Il y aura uniquement les deux présidents et leurs traducteurs. C'est franchement le moment où tout peut basculer. On sait que Vladimir Poutine s'est fait une spécialité de rentrer dans la tête de ses interlocuteurs. Trump dit qu'il ne sera pas faible face au président russe, qu'il le reçoit uniquement pour le jauger, pour voir s'il est sincère dans sa volonté de faire la paix. Et si ça n'est pas le cas, Trump dit qu'il se rendra compte très vite et qu'il mettra fin très rapidement à la réunion. Si tout se passe bien ensuite, il y aura un déjeuner avec les délégations, les ministres et les conseillers. Et puis, à l'issue, normalement, une conférence de presse, point presse conjoint, dit le Kremlin, Poutine et Trump côte à côte, qui enverra un message très fort bien, de la bonne entente entre les deux présidents. La Maison-Blanche ne confirme pas. Trump dit que si ça se passe mal, il fera le point presse tout seul, sans Vladimir Poutine à ses côtés. Envoyé spécial. Alors je ne sais pas, rien n'est gravé dans la pierre. Ce que je veux des preuves, je veux un cessez-le-feu. Ça ne concerne pas l'Europe. C'est quoi ce son là qui va me dire ce que je dois faire. Évidemment, il faut faire intervenir Zelensky. Je veux un cessez-le-feu rapidement. Je serais malheureux si ce cessez-le-feu ne se fait pas aujourd'hui. Enfin, je sais qu'il faut quand même du temps, mais en tout cas, je peux mettre fin aux tueries. Antoine, dans quel état d'esprit, au regard de cette déclaration de Donald Trump, sont les deux présidents, et particulièrement le président américain? Écoutez, Donald Trump, sa priorité, c'est de mettre fin à la guerre. Vous savez que Trump se présente comme un grand faiseur de paix, comme un super négociateur. Donc il y a un enjeu de crédibilité aussi pour lui sur la scène internationale. Il veut que la guerre s'arrête, il veut pouvoir être celui qui a mis fin à la guerre. Alors Trump dit qu'aujourd'hui, il ne s'arrangera pas avec Vladimir Poutine sur le dos des Ukrainiens, notamment sur la question de la répartition des territoires. Trump dit qu'il veut très rapidement, dans la foulée, organiser une rencontre à trois avec Volodymyr Zelensky. Et cette réunion aujourd'hui, une sorte de préparation pour ce sommet à 3 où là on rentrera dans le concret et on parlera de comment la guerre peut s'arrêter et notamment comment les territoires ukrainiens pourront être échangés. C'est le mot dit par Donald Trump, parce que la question des concessions territoriales, elle est toujours sur la table bien sûr, mais Trump insiste, ça ne se fera pas sans le consentement de l'Ukraine. Merci beaucoup Antoine Delard depuis Anchorage en Alaska avec Philippine David. Avec nous sur ce plateau, nos meilleurs experts bien sûr pour décrypter ce sommet historique. Masha Kondakova, réalisatrice ukrainienne du documentaire Inner Wars. Violeta Moscalou, maître de conférence et présidente fondatrice de Global Ukraine. Adina Revol, politologue et enseignante affiliée à Sciences Po. Et nous accueillons également Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université Paris 2, spécialiste des États-Unis, Hugues Pernet, le premier ambassadeur de France en Ukraine, et le général Jérôme Pellistrandi, consultant défense BFM TV. Merci à tous les 6 d'être avec nous. Jean-Éric Brana, que peut-on attendre de ce sommet qui sera, quoi qu'il arrive, peut-être historique? Alors ce qu'on peut en attendre, c'est, comme le dit Trump, un cessez-le-feu. Et c'est la première urgence, c'est que les armes se taisent, puisqu'il y a des gens qui meurent. Trump le répète suffisamment, mais au-delà de Trump et de sa volonté, c'est une réalité. Sur le terrain, il y a une envie que ça s'arrête. La guerre, c'est jamais bon pour personne. Et y aura-t-il cessez-le-feu? Oui, si Poutine obtient ce qu'il veut. Et en réalité,
sommet historique et quand même sommet biaisé, puisque quelque part on voit que Trump a remis en selle Poutine, qui arrive lui avec des demandes qui sont fortes. Et ben, c'est de pouvoir garder les territoires qu'il a conquis, en particulier la Crimée, mais également le Donbass et les 4 oblasts qui ont été conquis par la Russie. Et qu'est-ce que Trump peut donner? Eh bien, il peut négocier à partir d'un ensemble de transactions financières et commerciales qui permettraient de geler la frontière, de faire en sorte que Poutine accepte un cessez-le-feu, mais la question va se poser de savoir qui va avoir ensuite la gestion de ces territoires, et c'est là que le bas blesse, et c'est là où tout peut capoter rapidement. Masha Kondakova, si un cessez-le-feu est décidé lors de ce sommet, comme le souhaite Donald Trump, on l'a entendu il y a quelques secondes, est-ce que ce serait un sommet réussi? Des questions pour qui? Parce que les Ukrainiens avec qui je parle, mes amis, mes collègues, on a appris que Poutine, c'est un grand menteur. Même s'il a cessé les feux, même si dans les conditions qu'il pourrait arranger, proposer, évidemment, on ne peut pas se rien céder, comme vous comprenez bien, et je veux dire, à notre ennemi, on n'a pas de garantie que demain, il ne recommence pas à Poutine à bombarder à nouveau les civils et attaquer méchamment des gens en Ukraine. Général Jérôme Pellistrandi, quelles cartes vont jouer les deux présidents? C'est un peu compliqué et on pourrait dire que c'est un peu, entre guillemets, excusez-moi, une partie de poker avec le fait que chacun a des cartes que l'autre ne connaît pas forcément et en quelque sorte, ils vont étaler sur la table leurs différentes cartes. La problématique, c'est que derrière, il y a un pays qui n'est pas présent autour de la table. Hein. Et c'est ça ce qui est compliqué parce que les cartes, de facto, elles sont biaisées. Puisque sans l'Ukraine qui est partie prenante directement. La seule chose, c'est que sur le plan militaire, il faut être honnête, la situation ukrainienne est difficile. Pour autant, l'Ukraine n'a pas perdu la guerre et pour autant la Russie n'a pas gagné la guerre. C'est ça ce qui complique encore plus l'équation. Avec donc le fait que quels vont être entre guillemets les termes à la fois de cette partie de poker et du deal. On va le savoir dans quelques heures. On va se focaliser pendant quelques minutes, si vous le voulez bien, sur cette ville d'Anchorage, en Alaska, avec vous, Alizé Boissin. Alizé, pourquoi Donald Trump a-t-il donné rendez-vous à Vladimir Poutine en Alaska, justement, pour cette rencontre? Eh bien, Chloé, c'est tout un symbole, cette rencontre, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Vous l'avez dit un petit peu plus tôt, d'abord, cette rencontre elle a lieu sur la base militaire d'Elmendorf-Richardson, située au nord d'Anchorage, dans l'état d'Alaska. Et l'Alaska, ce n'est pas un état comme les autres, puisque donc c'est le 49e état. Il est séparé des États-Unis contigus, comme Hawaï, par exemple. Vous le voyez ici sur la carte, un tiers du territoire est situé au nord du cercle arctique. L'État d'Alaska s'étend sur 1,7 million de kilomètres carrés. C'est à peu près 3 fois le territoire de la France métropolitaine. Concernant Anchorage, eh bien, c'est la ville la plus peuplée d'Alaska, 300 000 habitants environ. Vous l'aurez compris, cette région du monde, elle est évidemment extrêmement éloignée de l'Europe et notamment de Kiev. Regardez, je vous ai mis la distance, 8000 km depuis Kiev. Alors, depuis Washington, eh bien, Donald Trump va mettre à peu près 7 heures pour arriver à Anchorage. Et puis, du côté de Poutine, il était déjà à Magadan et donc il va mettre environ 4 heures pour arriver à Anchorage. Il ne va pas survoler d'autres pays que la Russie. Et puis c'est aussi un lieu qui est chargé d'histoire. Certains spécialistes l'ont longtemps surnommé l'Amérique russe, car l'Alaska a été vendu par la Russie aux États-Unis en 1867. C'est donc extrêmement symbolique. Et la rencontre, Alizé, a lieu précisément sur la base militaire aérienne d'Elmendorf-Richardson. Absolument, c'est un site immense qui fait, tenez-vous bien, 3 fois la taille de Paris et qui est extrêmement sécurisé, notamment avec des checkpoints à l'entrée. Il y a du barbelé aussi. La base abrite environ 10% de la population d'Anchorage et le site compte à peu près 800 bâtiments, 2 pistes d'atterrissage
et quelques 6000 militaires au total. Historiquement, elle a joué un rôle crucial dans les opérations militaires américaines contre le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale et puis après 1945 également. La réunion, vous l'avez dit, débutera dans la soirée heure de Paris, exactement à 21h30. Merci beaucoup Alizé Boissin. Jérôme Pellistrandi, on l'a compris, donc ce choix, il n'est pas anodin. On pourrait s'attendre à des conditions de sécurité, un dispositif de sécurité colossal. Pourtant, tout à l'heure, Axel Monnier nous expliquait que ce n'était pas forcément le cas. Alors, il faut bien distinguer la ville d'Anchorage et la base qui est à environ une quinzaine de kilomètres, 11 miles pour être précis. Bon, ce qui veut dire que le gros avantage, c'est que la base, elle est totalement sécurisée. Donc, ce qui facilite en quelque sorte, d'une part, la venue de Donald Trump. Il faut savoir que lorsque le président des États-Unis se déplace, c'est un dispositif de sécurité majeur. Donc là, il est déjà en quelque sorte physiquement présent sur la base. Ça permet bien entendu de ne pas avoir, de filtrer les journalistes que l'on veut avoir en quelque sorte. Et de l'autre côté, c'est une forme de garantie aussi pour Vladimir Poutine. Parce qu'il n'y a aucun risque que des manifestants viennent perturber. Par exemple, si c'était dans un grand hôtel à Anchorage, là, on est vraiment dans un environnement totalement sécurisé et totalement imperméable pour des gens qui seraient hostiles et au président américain et au président russe. Retrouver Jean-Didier Rovoin, correspondant BFM TV à Moscou. Jean-Didier, côté russe, Vladimir Poutine est actuellement donc en route vers Anchorage, mais plusieurs membres de sa délégation sont déjà arrivés en Alaska et le Kremlin, Jean-Didier, affirme que les négociations pourraient durer entre 6 et 7 heures. Oui, bah c'est la norme en Russie. Hein. On sait toujours que les négociations, on sait toujours quand une réunion ou une négociation commence, on ne sait jamais quand elles se terminent. Vladimir Poutine est habitué des réunions à rallonge qui durent de longues heures. Et puis une fois que les réunions est terminée, il faut encore attendre des heures supplémentaires pour assister à la conférence de presse. Donc à cela, rien de surprenant. Mais cela prouve pour les autorités russes, c'est bien la densité de ce sommet, des négociations qui vont avoir lieu. On parle d'une négociation à large spectre. Sergei Lavrov est arrivé hier en Anchorage, on le voit avec un pull qui portait l'inscription SSSR, soit URSS en français. Et puis face aux journalistes, le chef de la diplomatie russe a précisé que Moscou ne faisait aucune supposition sur l'issue du sommet, une sorte d'avertissement adressé à Donald Trump qui avait pas estimé hier à 1 chance sur 4 les chances d'échec de ce sommet. Et puis la délégation russe estime, elle, avoir des arguments et une position claire sur la question ukrainienne qui devrait lui permettre de déboucher sur un résultat positif. On sait qu'on va assister à une sorte de grand marchandage, c'est du moins l'impression qu'on a ici, parce que bien sûr les deux parties vont parler de l'Ukraine, mais on va également parler traité sur les armements nucléaires, on va parler relations économiques, il se pourrait même qu'un accord intervienne sur l'Arctique, ou en tout cas que des partenariats soient noués entre Moscou et Washington pour des explorations de matières premières en Arctique, ou simplement des routes maritimes qui passeraient par l'Arctique. Et c'est au milieu de cet enchevêtrement de dossiers qui sont l'apanage des relations bilatérales entre Moscou et Washington que la solution ukrainienne va devoir se dessiner. La question qu'on se pose maintenant, c'est quels seront les arguments, les armes, les moyens à disposition de Donald Trump pour infléchir la position russe. Vladimir Poutine s'est jusqu'à montré intraitable sur les conditions qu'il estimait nécessaires pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais un signal positif vient une nouvelle fois du chef de la diplomatie russe qui a dit espérer que ces discussions utiles se poursuivent après ce sommet d'Anchorage. Merci beaucoup Jean-Didier Rovoin, correspondant BFM TV à Moscou. Violeta Moscalou, est-ce qu'il faut y voir un bon signe quand le Kremlin dit que ces discussions seront donc longues, 6 à 7 heures? Est-ce que ça veut dire que Vladimir Poutine et sa délégation sont prêts à discuter, à négocier? Moi, je dirais plutôt le contraire. Ils vont vouloir épuiser Donald Trump, qui n'a pas l'habitude de rester concentré très longuement. Eux, ils sont forgés à l'exercice. On voit déjà les provocations qu'ils affichent d'emblée en arrivant avec le t-shirt URSS pour dire nous sommes la grande puissance. Donc en fait, ils sont tournés complètement vers le passé. Ils veulent qu'on revienne vivre au XXe siècle et ressusciter en fait de façon revanchiste l'Union soviétique. De toute façon, le délire mental de Poutine,
de faire en sorte que la Russie revienne comme la Russie tsariste, en fait. Donc moi, je regrette une chose, c'est qu'on a fait cadeau de cette rencontre à Poutine qui vous rêvait et espérait depuis tellement longtemps d'être réhabilité sur la scène internationale sans rien en retour. On aurait pu au moins demander un retour inconditionnel des 20 000 enfants ukrainiens qui ont été kidnappés par les Russes, au moins qu'ils fassent preuve d'un geste de bonne volonté. Et deuxième chose, quand même, je tenais à souligner le travail excellent et extraordinaire de la diplomatie européenne qui a été faite pendant cette semaine, main dans la main avec le président Zelensky. Oui, mais néanmoins, ils ont quand même bien passé le message et on a bien entendu Donald Trump et J.D. Vance dire que les États-Unis feront partie des mécanismes de garantie aux côtés de la coalition volontaire. Ça ne sera pas dans le cadre de l'OTAN parce que c'est vu comme un torchon rouge par le Kremlin, mais ils seront des nôtres. Donc c'est ça qui rassure les Ukrainiens aujourd'hui. L'Ukraine n'est pas seule, il y a une alliance qui n'a pas dit son dernier mot. Adina Revol, c'est vrai que le Kremlin communique beaucoup et veut imposer son narratif, y compris dans la communication. C'est le Kremlin d'ailleurs qui est en premier à communiquer sur l'organisation de ce sommet, sur l'horaire de ce sommet, qui communique aussi sur des négociations qui pourraient durer entre 6 et 7 heures. Les États-Unis pour l'instant ne confirment rien ou n'infirment rien. Il y a cette bataille de communication qui se joue là, y compris dans ces minutes qui nous précèdent de ce sommet. Oui, mais ce n'est pas du tout un jour historique. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire à la propagande de Vladimir Poutine et à la propagande russe. Et ça a commencé avec Sergei Lavrov. Donc le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères russe. Il faut rappeler ce que c'était l'URSS. C'était un empire colonial qui a tué 20 millions de citoyens sur le continent européen. Il faut rappeler que les pays baltes ont fait partie de l'URSS. Il faut rappeler qu'il y a 10 pays aujourd'hui membres de l'Union européenne que la Russie rêve de reprendre dans son giron. Donc la provocation d'hier, elle était très calculée. Donc en fait, le message est très clair. Vladimir Poutine, comme vous l'avez dit, rêve du retour de l'URSS. Il l'a dit, l'URSS, sa disparition, c'était la plus grande erreur du XXe siècle. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il veut, c'est revenir dans l'architecture de sécurité mondiale parce que en fait, ce sommet, c'est au-delà de l'Ukraine. Il se fait sans les Européens et sans l'Ukraine, et qui n'est pas à la table de négociation est au menu. On va écouter le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui n'est donc pas convié à cette rencontre, mais qui s'est exprimé il y a très peu de temps avec des paroles virulentes à l'égard du Kremlin, comme à son habitude. Il accuse la Russie de continuer à tuer alors que ce sommet est sur le point de débuter. Écoutez. Nous recevons des informations provenant de différentes régions d'Ukraine après des frappes russes. À Soumy, une frappe russe a touché le marché central. Dans la région de Dnipro, des frappes sur les villes et sur les entreprises. À Zaporizhia, dans la région de Kherson, dans la région de Donetsk, des frappes russes délibérées. La guerre continue, elle continue précisément parce qu'il n'y a aucun ordre, aucune indication que Moscou se prépare à mettre fin à cette guerre. Le jour même des négociations, il tue aussi des gens, et cela en dit long. Partons justement retrouver Nicolas Coisnon, notre envoyé spécial à l'est de l'Ukraine. Nicolas, Volodymyr Zelensky n'est pas invité en Alaska, on l'a rappelé, mais il a déclaré, je cite, compter sur les États-Unis pour mettre fin à cette guerre. Oui, absolument, Anthony, c'est ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky, l'espoir que cette rencontre puisse déboucher sur une paix juste et qu'elle puisse également déboucher, et ça c'est assez intéressant si on regarde un petit peu entre les lignes, à une autre rencontre substantielle, cette fois trilatérale, avec Vladimir Poutine, avec Donald Trump et avec Volodymyr Zelensky. Finalement, une manière de dire cette réunion qui va avoir lieu aujourd'hui en Alaska, eh bien, elle n'a de sens que s'il y aura l'Ukraine derrière pour prendre des décisions, et c'est encore une manière de dire ce que répète Volodymyr Zelensky depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Aucune décision ne pourra être prise sur le dos de l'Ukraine, une référence à une éventuelle partition des territoires sans que l'Ukraine soit présente. Et il termine avec cette phrase, vous avez raison de le souligner, Anthony, nous comptons sur Donald Trump. Pourquoi? Parce que, à vrai dire, Volodymyr Zelensky n'a plus grand chose à faire d'autre que compter sur Donald Trump. Vous l'avez dit, il n'est pas convié à cette réunion. Il a multiplié de très nombreux contacts diplomatiques avec les chancelleries européennes, avec les présidents européens, avec Donald Trump également, plus de 35 contacts en moins d'une semaine avant cette réunion. Désormais, il n'y a plus qu'à attendre cette fameuse conférence de presse qui aura probablement lieu entre Vladimir Poutine et entre Donald Trump pour savoir qu'est-ce qui en ressort et est-ce qu'il y aura surtout derrière une prochaine réunion avec un face-à-face tant attendu entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Rappelons que depuis 3 ans, le président russe refuse en
en toutes circonstances de rencontrer son homologue ukrainien. Il considère que c'est trop tôt, il veut le rencontrer une fois qu'un accord de paix sera fait, parce que tout le monde ici pense qu'il pourrait être une capitulation de l'Ukraine. Restez avec nous, Nicolas, on revient vers vous dans un instant, mais d'abord peut-être une réaction avec vous, Hugues Pernet, Volodymyr Zelensky, qui fait beaucoup de déclarations, qui tente de se faire entendre à distance. Il n'a cessé d'agiter cette menace de la tromperie russe ces derniers jours, ces dernières semaines. Je crois qu'il faut faire attention parce qu'il va y avoir dans ces négociations un aspect de fond. Comme je disais, soit on va discuter de la paix, soit on va discuter d'un cessez-le-feu, soit on va décider de la poursuite de la guerre. Ce sont les trois options qui sont ouvertes. Aujourd'hui, il y a aussi une part de tactique qui se joue et les Russes, à mon avis, sont en train de marquer des points. Parce que qu'est-ce qui se passe? La délégation est importante. Ils disent on vient pour cette heure. Ça veut dire que les Russes se mettent en position dans le narratif public de dire nous, on vient négocier, on vient pour parler à M. Trump. Et M. Zelensky, de son côté, il est dans son rôle, mais en même temps, il risque de se tirer une balle dans le pied en étant jusqu'au boutiste et en dénigrant le président russe qui dispute avec le président américain. Donc il faut faire très attention parce qu'il risque de se retrouver comme celui qui empêche la négociation. Ouais. Donc c'est tactiquement... Non, mais c'est une question tactique. Justement, c'est ça ce qui c'est juste... excusez-moi, moi je pense à tous ces gens qui ont perdu leur vie, leur maison, les enfants qui ont été déportés en Russie. Vous connaissez très bien toutes ces histoires des crimes de guerre qui ont été commis par Poutine. Et là, honnêtement, c'est une catastrophe ce qui se passe, à mon avis. Parce que cette rencontre entre Poutine, soyons justes, disons, échange des territoires, enfin, il démontre que c'était les territoires lesquels Poutine n'arrive pas à conquérir militairement. Et je comprends ce que vous dites au niveau de diplomatie, mais moi, mon cœur qui bat tellement fort. Je comprends, mais c'est tellement compliqué d'accepter au moins de... Imaginez, comment ça se passe derrière le dos de M. Trump. Je n'arrive pas à... On va retrouver dans un instant, on va poursuivre le débat évidemment, mais vous parliez du front militaire. On va justement retrouver notre envoyé spécial en Ukraine, Nicolas Quadou, parce que le président ukrainien a régulièrement répété, c'est vrai cette semaine, que la Russie ne voulait pas la paix, qu'elle préparait de nouvelles offensives. Volodymyr Zelensky a annoncé d'ailleurs aujourd'hui l'envoi de renforts pour stopper les avancées russes sur le terrain. Oui, des renforts qui ont été envoyés dans la région de Pokrovsk, soit une ville encore sous contrôle ukrainien dans la région de Donetsk, qui est une ville extrêmement importante pour l'Ukraine. Pourquoi? Parce que déjà c'est un nœud ferroviaire, c'est une ville où sont stationnés énormément de soldats ukrainiens, une ville que tente de conquérir depuis maintenant plusieurs mois avec de très grandes pertes humaines la Russie de Vladimir Poutine. On a pu voir depuis maintenant ces dernières semaines une accélération de l'offensive russe sur le Donbass. On parlait depuis maintenant plusieurs mois de grignotage. Rappelez-vous, des petits villages finalement de 100, 200, 300 habitants qui sont conquis par l'armée de Vladimir Poutine. La ville de Pokrovsk et toute son agglomération, avant la guerre, c'était plus de 100 000 habitants. Si la Russie réussit à la conquérir, ce serait donc une conquête extrêmement substantielle pour la Russie. Et c'est pour cette raison que Volodymyr Zelensky a annoncé l'envoi de renforts. C'est également un petit peu plus au nord de cette ville, il y a quelques jours, que la Russie avait réussi à percer les lignes de défense ukrainiennes sur plus d'une dizaine de kilomètres, chose qui n'était pas arrivée depuis maintenant plusieurs mois sur le front du Donbass. Merci beaucoup Nicolas Quadou, envoyé spécial de BFM TV en Ukraine avec Théo Touchet. Donald Trump est donc actuellement dans son Air Force One en route vers Anchorage et il a fait un peu plus tôt dans la journée des déclarations justement à bord d'Air Force One. Il veut un cessez-le-feu. Écoutez. Alors, je ne sais pas, rien n'est gravé dans le marbre. Je veux des preuves. Je veux un cessez-le-feu. Tout ça ne concerne pas l'Europe. Ce n'est pas l'Europe qui va me dire ce que je dois faire. Évidemment, il faudra faire intervenir Zelensky. Je veux un cessez-le-feu rapidement. Je serais malheureux si ça ne se produit pas aujourd'hui. Mais je sais qu'il faut quand même du temps. En tout cas, je veux mettre fin aux tueries. Adina Revol, il a l'air quand même très remonté, le président américain, à l'encontre des Européens qui avaient affirmé, c'est vrai que la volonté américaine c'était le cessez-le-feu, il aura besoin quand même de présenter une victoire, quoi qu'il arrive, à son peuple. Mais c'est pas nouveau, la rhétorique de Donald Trump à l'encontre de l'Union européenne n'est pas nouvelle, donc
c'est circulaire, rien à voir en fait. Donald Trump vient de déclarer il y a quelques mois que l'Union européenne a été créée justement pour faire du mal, c'est un euphémisme, aux États-Unis. On voit bien aussi le deal entre guillemets qui a été fait dernièrement sur le dos de l'Union européenne, puisque l'Union européenne aujourd'hui, les entreprises européennes doivent payer 15% de taxes pour commercer aux États-Unis. Et je rappelle que depuis le 20 janvier, Donald Trump n'a mis aucune pression, que ce soit au niveau des tarifs ou aucune pression autre, sur le dos de Vladimir Poutine. Donc en fait, ça montre la volonté de Donald Trump d'aider Vladimir Poutine. C'est normal qu'il soit agacé contre l'Union européenne, parce que quand on regarde l'évolution des déclarations depuis vendredi dernier, quand ils ont annoncé le sommet, on avait l'impression que c'était le Yalta bis, ils allaient venir tous les deux nous redessiner la carte en fait, personne d'autre. Et en espace d'une semaine, il a dû quand même encaisser et accepter le fait que non, finalement, sans l'Ukraine, on ne peut pas discuter, il va falloir faire un sommet à 3. Et tout ça, ça a été le travail quand même qui a été fait par les Européens. C'est vrai que ces derniers jours, alors au début de la semaine, il disait il affirmait ça d'ailleurs, il y aura un échange de territoire. Et puis c'est vrai qu'ensuite, après cette visioconférence avec les Européens, finalement, les Européens ont réussi à replacer au centre du débat le cessez-le-feu, en affirmant que les questions territoriales ne seraient négociées que par l'Ukraine. Donc il a pu être un petit peu influencé ou pas, monsieur l'ambassadeur? Oui, mais il y a aussi une évolution sémantique dans le langage français, notamment. C'est-à-dire qu'on a accepté le principe d'un échange de territoire. On a simplement discuté des modalités. On a dit, si échange de territoire il doit y avoir, ce sera aux Ukrainiens de le discuter. Mais ça veut dire qu'on a intégré le fait qu'il puisse y avoir un échange de territoire. Et c'est très important, ça. Et notre évolution est très notable. Il faut prendre les choses des deux côtés. Nous, on a... Oui. Développez plus votre idée d'être plus intelligent, plus malin, peut-être plus tactique, pour ne pas énerver Trump avant les discussions, pour ne pas être trop actif de point de vue européen ou ukrainien, pardon, je me permets. Je pense que tout d'abord, la diplomatie, ce n'est pas de la communication. Quand vous annoncez que vous soyez un président important ou un président moins important, au président des États-Unis, qu'il faudrait qu'il fasse comme ci et comme ça, et qu'on ne lui fait pas confiance, vous ne vous attendez pas à ce que le président des États-Unis soit très content de recevoir ces messages de l'Europe. Non, non, vous pouvez lui faire passer ces messages, mais vous le faites discrètement. Vous avez une réunion avec lui ou avec son ministre des Affaires étrangères, et vous dites, voilà, on a un problème, il ne faut pas que vous fassiez ci, mais vous ne le faites pas publiquement. Là, vous mettez M. Trump dans une position où il est obligé de réagir en disant les Européens me font une leçon et je n'en ai rien à faire. Allez, on va retourner tout de suite sur le terrain. On poursuit le débat juste après, mais on va se rendre à nouveau du côté d'Anchorage, puisque dans un peu plus de 2 heures maintenant, ce sera le début de ce sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Axel Monnier, vous êtes au plus près de cette base militaire où a lieu cette rencontre. À quelle heure sont prévues les arrivées des deux présidents ? Bien d'ici quelques minutes, quelques dizaines de minutes tout au plus pour Donald Trump, qui sera le premier à atterrir ici. Il accueillera ensuite son homologue russe sur le tarmac directement, avant que les deux hommes ne prennent la direction de la salle où ils s'entretiendront. Pour combien de temps? C'est tout le mystère, et c'est tout ce qu'il faudra suivre, puisqu'on le sait depuis la jurisprudence de cette rencontre électrique du mois de mars entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche. Eh bien, tout peut se passer dans la diplomatie trumpienne, et Donald Trump lui-même s'attend à tout. Il estime que Vladimir Poutine est plutôt dans de bonnes dispositions, il se veut positif, mais il sait aussi que les choses peuvent tourner court. Il a déjà prévenu qu'il y avait une chance sur 4 que ce sommet soit un échec, et que si dès les premières minutes il voit que Vladimir Poutine n'était pas dans de bonnes dispositions, qu'il ne montrait pas des signes de bonne volonté, eh bien à ce moment-là il mettrait fin immédiatement à cet entretien bilatéral, et qu'il était prêt à repartir dans la foulée à Washington. Du coup, le reste du programme est très hypothétique. Un déjeuner de travail avec les présidents et leurs deux délégations respectives, une possible conférence de presse annoncée du côté russe, pas forcément confirmée du côté de la Maison Blanche. Bref, tout va se passer dans les premières minutes de cette rencontre bilatérale, et c'est pour cela qu'il faudra voir si elle va durer très peu de temps ou au contraire plusieurs heures. Axel Monnier, c'est vrai que Donald Trump s'exprime beaucoup, y compris ces dernières heures, ces dernières minutes. Qu'est-ce que ça dit du tempérament
du président américain à quelques minutes du début de ce sommet. Ça te montre deux choses. D'abord, la première, c'est qu'il veut rester le maître du jeu. Et face à Vladimir Poutine, il sait que c'est compliqué, donc il veut montrer que c'est lui qui organise, c'est lui qui reçoit et c'est lui qui est à la manœuvre. La deuxième chose, c'est aussi une façon pour lui de justifier que ce sommet a raison d'être et qu'il est là pour travailler sur la paix. On rappelle, c'est quand même une promesse de campagne qu'il a répétée à l'envi pendant des mois et des mois en 2024, avant l'élection de novembre dernier, qu'il allait régler ce conflit ukrainien en moins de 24 heures. Il a ensuite dit que ce sera en moins de 100 jours. Aujourd'hui, on est à plus de 200 jours et il n'a toujours pas tenu cette promesse. Une promesse qui est à la fois pour son électorat, mais aussi pour lui-même, parce qu'on sait que Donald Trump a dans un coin de sa tête, pas seulement de façon inconsciente, il le dit, le prix Nobel de la paix, c'est quelque chose qu'il vise. Il a d'ailleurs été révélé par plusieurs sources journalistiques qu'il s'était entretenu avec des membres du gouvernement norvégien pour prendre des renseignements sur la façon dont il fallait acter la possible candidature de sa propre personne au prix Nobel de la paix. Bref, Donald Trump, lui, il a envie d'être à la manœuvre. Il sait que ça n'est pas facile face à quelqu'un qui est passé maître dans l'art de la diversion, Vladimir Poutine, qui a réussi à refuser toutes les demandes de cessez-le-feu jusqu'à présent, mettre aussi dans l'art de la manipulation et de la négociation. On sait que les années au KGB de Vladimir Poutine lui ont permis de savoir comment négocier et comment manipuler ses interlocuteurs. Donald Trump veut montrer que c'est lui qui maîtrise l'art du deal, selon le titre de son célèbre livre, évidemment dans les années 1980. Bref, ça va être un duel très attendu et Donald Trump veut montrer que c'est lui qui a la main actuellement. Axel, un dernier mot avec vous sur l'ambiance qui règne dans cette ville d'Anchorage aujourd'hui, en cette journée si spéciale. Les yeux du monde entier sont rivés sur cette ville. Comment est-ce que ça se ressent sur place ? Alors ici, ça se ressent parce que je suis entouré par des journalistes venus du monde entier, d'Europe, d'Amérique, d'Asie, évidemment des États-Unis. Beaucoup de journalistes sont dans la ville. Pour les habitants, eh bien, pour l'instant, ce sommet, il ne se voit pas vraiment parce que comme il se tient dans la base militaire, qui est elle-même sécurisée, qui est elle-même une petite ville dans la ville à une quinzaine de minutes du centre d'Anchorage, eh bien, cela ne se voit pas beaucoup. Ce n'est pas une ville en état de siège de haute sécurité parce que, justement, tout se passe dans l'enceinte militaire. Alors ici, évidemment, il y a quand même une sorte de fierté et de curiosité à voir Anchorage, qui n'est pas souvent sous les feux de l'actualité politique et encore moins diplomatique, être aujourd'hui le terrain de ce sommet qui pourrait être historique. Mais il y a aussi un peu, on va dire, les habitants avec qui je discutais tout à l'heure me parlaient aussi d'une sorte de, comment dire, de retenue vis-à-vis notamment de Vladimir Poutine, qui vient ici sur les terres que certains de ses amis proches nationalistes russes réclament le retour d'un territoire que les Russes avaient vendu aux États-Unis en 1867 pour quelques millions de dollars. Axel Monnier, Nils Cambier, nos envoyés spéciaux en direct d'Anchorage, en Alaska évidemment, nos envoyés spéciaux et tous nos envoyés spéciaux qu'on retrouvera tout au long de cette édition spéciale BFM TV consacrée à ce sommet décisif. Jean-Éric Brana, il devra, Donald Trump, dans tous les cas, présenter une forme de victoire au peuple américain. C'est ce qu'il souhaite. Il veut ce deal qui importe peut-être l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Rendez-vous compte qu'il y a à peine 15 jours, Donald Trump nous expliquait que les Russes allaient voir ce qu'ils allaient voir. Il y avait donc des sous-marins qui partaient, il y avait un ultimatum absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, il donne sur un plateau d'argent une nouvelle virginité à Vladimir Poutine. Il faut bien sûr qu'il y ait quelque chose en échange, parce que sinon c'est lui qui est ridicule aux yeux du monde, c'est l'Amérique qui est humiliée. Et ce qu'il nous dit dans Air Force One, quand il parle, il dit que bien sûr c'est lui le maître du jeu. Monnier l'a très bien expliqué. Il explique que c'est lui qui va mener les négociations et qui les arrêtera si jamais ça se passe pas comme il le veut. En réalité, c'est comme d'habitude, il fait le narratif. C'est un scénario envisageable, ça, Trump qui claque la porte de ce sommet. Ce serait même le meilleur des scénarios. Non, je peux pas jouer en. Excusez-moi, mais si jamais il renvoie Vladimir Poutine chez lui, regardez, tous ceux qui sont autour de cette table vont dire bravo.
alors qu'en réalité, ce sera un désastre, puisque la paix ne sera pas là. Ce qu'il faut, au contraire, c'est que Donald Trump sorte gagnant de cette négociation. C'est qu'il y ait un cessez-le-feu. C'est ce qu'on espère tous, c'est ce que je disais dans une émission précédente. Mais en réalité, c'est ça que tout le monde attend aujourd'hui. C'est qu'il y ait une deuxième négociation dans une semaine, dans 10 jours, avec Zelensky qui soit autour de la table. C'est qu'il y ait une troisième négociation avec les Européens qui viennent apporter eux aussi leur savoir et qu'ils pèsent dans la balance. C'est ça qu'on va espérer. Mais c'est pas du tout garanti. Pourquoi? Parce que le faiseur de deal, comme le rappelait encore une fois Axel Monnier, n'a jamais réussi aucun deal dans sa vie. Le seul qu'il a réussi, c'était la Trump Tower. Les condominiums se sont vendus. Mais pour tout le reste, toutes ces affaires, elles se sont écroulées. Cet homme-là a reçu, je termine là, a reçu 500 millions d'héritage. Il a investi dans l'immobilier à New York. Aujourd'hui, il aurait 80 milliards de dollars. Il en a 2,5 millions. Donc c'est quelqu'un qui, au contraire, a raté toute sa vie et qui a fait un narratif pour expliquer qu'il était le roi du deal, ce qu'il n'est pas. Donc on est là sur du très très compliqué pour lui. Mais il est président des États-Unis. Mais il est président des États-Unis. On verra qui, du maître de l'art du deal et de l'ancien espion russe, gagnera ce bras de fer. On va regarder les cartes évidemment de l'Ukraine avec évidemment ces percées russes qui se poursuivent notamment dans la région de Donetsk. On voit qu'à l'est de l'Ukraine, ces 4 régions sont revendiquées par la Russie. Général Jérôme Pellistrandi, on évoquait Jean-Éric Brana la volonté de cesser le feu de Donald Trump. Mais au fond, est-ce que Vladimir Poutine a intérêt à signer un cessez-le-feu maintenant? Alors, en fait, c'est toute l'ambiguïté de qu'est-ce que l'on met derrière un cessez-le-feu. D'abord, il y a le fait que, donc, vous avez en jaune la ligne de front où il y a du grignotage par les forces russes. Les Ukrainiens sont sur la défensive. Bon, mais simultanément, Poutine réclame la totalité de certaines régions. C'est-à-dire qu'il faut que les Ukrainiens se retirent de territoires où ils sont présents. Ce qui est totalement inacceptable du côté ukrainien. Ensuite, il faut qu'il y ait des observateurs, en quelque sorte un arbitre, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que toutes les difficultés sur un front qui fait environ 1200 km, c'est bien entendu, même s'il y a proclame un cessez-le-feu cette nuit, voilà, des gens de part et d'autre qui veulent en quelque sorte, et à juste titre, ne pas respecter le cessez-le-feu. Et qui dans ce cas-là, ça devient un argument pour ou contre la reprise des combats. Donc il faut aussi, dans le cessez-le-feu, mettre un minimum des mécanismes d'observation pour pouvoir en quelque sorte geler cette affaire-là. Sachant que... Et de rétorsion. Voilà, sachant qu'on a eu l'échec, bien sûr, de ce qui s'est passé auparavant en 2014 et 2022. 19h26 sur BFM TV. Restez bien avec nous dans quelques instants. Cette édition spéciale sur ce sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine se poursuit avec tous nos experts en plateau et aussi, bien évidemment, nos reporters sur le terrain. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.